Merci. Donc, avant d'entrer aussi, j'aimerais faire la reconnaissance de territoire de mon côté. Donc, je tiens à souligner que moi, mon travail ainsi que le travail de mes partenaires provinciaux se passe sur des territoires ancestraux autochtones où 46 traités et autres accords ont été dédiés. Donc, j'aimerais reconnaître que je suis sur le territoire traditionnel des peuples Ojibwe, Chippewa, Oji-Cree, Mushkegowuk et Algonquin, visés par le traité de la baie James, aussi connu comme le traité numéro 9. Donc, je suis honorée d'être capable de vivre et de travailler sur ces territoires aujourd'hui connus comme l'Ontario. J'aimerais remercier les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur dévouement à ces territoires et j'affirme mon engagement, ma solidarité et ma responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. Donc, je vous encourage d'identifier dans le claverdoir le territoire sur lequel vous vous retrouvez et je vous invite à faire une petite recherche au sujet de ces territoires traditionnels sur lesquels vous vous trouvez afin d'en connaître davantage sur l'histoire, les traités et les peuples. Donc, je vais insérer dans le chat dans quelques instants des liens vers des ressources. Donc, si vous voudriez les consulter, je vous encourage de le faire. Donc, juste pour parler rapidement du déroulement de la soirée, donc, comme que vous le savez ou que vous le saviez maintenant après avoir vous inscrit à chaque année, le 16 novembre, qui est demain, les Ontariens et les Ontariennes se joindront au peuple Métis pour commémorer la journée Louis Riel et son important rôle dans la défense de la nation métisse en tant que dirigeant politique, activiste et champion de la justice. Donc, vous vous êtes joints à ce webinaire aujourd'hui pour souligner la journée Louis Riel et en apprendre davantage sur le rôle qu'il a joué dans notre histoire et sur les nombreuses contributions des Métis dans notre province, tant hier qu'aujourd'hui. Donc, cet atelier qui sera animé par Pierre Lefebvre, qui est ici avec nous ce soir, donc ce midi, qui est le président du Conseil de la Nation métisse de l'Ontario de Timmins. Donc, l'atelier sera consacré à l'apprentissage de l'histoire de Louis Riel, la signification de Métis et la découverte de la Nation métisse de l'Ontario et sa relation avec les deux paliers de gouvernement. Donc, Pete, j'aimerais te remercier pour ton temps aujourd'hui et d'avoir accepté de donner de ton temps pour venir partager avec nous. Et à ce point-ci, je remercie tout le monde d'être ici avec nous. Je te cède la parole pour que tu puisses te présenter un peu plus en détail aux gens qui sont ici avec nous ce soir. Donc, bon atelier et merci. Merci, Julie. Comme Julie a dit, mon nom est Pierre Lefebvre. Je suis président du Conseil de la Nation métisse de Timmins. Je fais partie de la Nation Métis depuis son commencement en 1993. J'ai travaillé à plein temps pour la Nation, puis j'ai aussi fait de nombreuses années avec le gouvernement de l'Ontario. Je vais commencer la présentation aujourd'hui avec un peu sur Louis Riel. La présentation va être en deux. Premièrement, ça va être sur Louis Riel et après sur les Métis en Ontario. Je voulais juste, avant de commencer, vous dire que la translation de l'anglais à français a été faite par moi. Ce n'est pas une translation officielle. Puis j'ai dit à Julie aujourd'hui, je pense que c'est ma première présentation que j'ai jamais faite en français. So, ayez un peu de patience avec moi, s'il vous plaît. So, pour commencer, Louis-David Riel. Louis Riel est un métis français et catholique qui est né à Saint-Boniface, Rivière-Rouge, en 1844. So, Saint-Boniface fait partie de Winnipeg et la fête Louis Riel est né, je pense, le 22 octobre 1944. Quand il était un garçon, Riel a été envoyé à Montréal pour être instruit et est devenu plus tard un apprenti et un avocat québécois. Il était envoyé au séminaire. Ça arrivait souvent dans le temps. S'il y avait des jeunes hommes que les prêtres ils trouvaient qui avaient un futur, qui avait besoin d'une éducation, ils les envoyaient au séminaire. Mon père aussi a été envoyé. Quand il était jeune, il a fait du temps au séminaire à Ottawa. Il est revenu à Rivière-Rouge en 1868 pour aider sa mère et ses frères après la mort de son père. Lors de son voyage de retour, Louis a entendu des histoires sur les conditions et les troubles qui ont commencé à se développer dans les colonies de la Rivière-Rouge. Il a commencé à comprendre le sort des Métis et leur peur de perdre leur terre ancestrale et leur mode de vie. Au cours de la résistance de la Rivière-Rouge en 1869,
Riel s'est opposé à l'entrée illégale du gouvernement canadien dans l'Ouest, disant qu'il croyait que l'Ouest avait le droit de négocier ses propres conditions d'entrée dans la Confédération. Les Métis ont tenté de protéger les droits de tous ceux qui y vivaient, Premières Nations, Métis et colons européens. Excusez. Le gouvernement provisoire, avec Riel comme chef, a dressé une liste de droits présentés au gouvernement canadien. Grâce à un leadership de Louis Riel, la loi sur le Manitoba a été négociée avec succès en juillet 1870. La province de Manitoba a été fondée. Sur le 23 février 1870, le premier ministre John A. Macdonald a été cité comme disant « Ces Métis impulsifs ont été gâtés par cette émeute et doivent être contenus par une main forte jusqu'à ce qu'ils soient submergés par l'influx des colons. » Au cours des 10 prochaines années, les familles métisses de la région de la Rivière-Rouge ont perdu leurs terres, leurs maisons au profit des nouveaux colons. Même si l'acte du Manitoba de 1870 garantissait aux Métis les droits sur leurs terres et un additionnel 1,4 million d'acres de terres pour les enfants Métis. Sur chaque enfant Métis avait été promis 240 acres de terre au Manitoba. Mais il n'y a pas beaucoup, disons, de jeunes Métis qui ont été succès à prendre contrôle de leurs terres. Riel a été élu 3 fois au Parlement, mais n'a jamais pu siéger en raison de pression politique et d'une prime de 5 000 $ mise sur sa tête par le gouvernement de l'Ontario, alors que l'Ontario n'avait réellement pas de compétences en la matière. Riel a été forcé en exil aux États-Unis. En 1884, répondant à un appel désespéré lancé de son peuple, Riel est revenu au Canada et une fois de plus a tenté de protéger les droits à la terre, au mode de vie des propriétaires de l'ouest de la Saskatchewan. Son plaidoyer était répondu par une réponse militaire du gouvernement canadien et la résistance du Nord-Est a été née. Il y a eu beaucoup de batailles, mais une bataille, la plus grosse bataille qui est arrivée à Gabriel's Crossing, c'est celle qui a fini la résistance. Estimant que les droits de propriétaires de terre étaient ignorés, Riel se rendit le 15 mai 1885 et accueillit un procès public pour rencontrer l'histoire des Métis. Un jury composé d'Anglais, protestants et non autochtones l'a reconnu coupable de trahison, mais a recommandé la clémence. Le juge, Hugh Richardson, cependant, ignoré la suggestion du jury et a condamné Riel à la mort. Un des jurys a écrit au Parlement. Si le gouvernement aurait fait leur devoir et redressé les greffes des Métis de la Saskatchewan, il n'aurait jamais eu une deuxième rébellion de Riel et par conséquent pas de prisonniers pour jurer et condamner. Pourtant, le 16 novembre 1885, Louis Riel est pendu à Regina comme un message du premier ministre Macdonald aux Métis et aux autres qui ont contesté les objectifs d'expansion du Canada vers l'Ouest. En 1992, Riel a officiellement été reçu comme fondateur du Manitoba. En 1898, le gouvernement du Canada a publié une déclaration de réconciliation et a référé aux tristes événements qui ont culminé avec la mort du chef Métis Louis Riel et la nécessité de refléter la place qu'occupe Louis Riel dans l'histoire du Canada. En 2004, le premier ministre Paul Martin a reconnu que la contribution de Riel n'était pas seulement à la nation métisse, mais au Canada dans tout son ensemble. Riel s'est battu pour les droits de tous les propriétaires de l'Ouest canadien, y compris les Premières Nations, les Métis et les colons européens. Il s'est battu pour la protection des droits linguistiques pour les francophones et les anglophones, même s'il parlait lui-même le français et le français était la langue dominante à la Rivière-Rouge. Pourtant, ironiquement, après sa mort, Riel est devenu un symbole de division raciale, linguistique et religieuse au Canada. Aujourd'hui, beaucoup d'importants problèmes pour lesquels Riel s'est battu et a été exécuté restent non résolus.
Chaque année, le 16 novembre, pour l'anniversaire du décès de Louis Riel, les Canadiens de partout au pays se réunissent pour se souvenir de l'homme et sa cause et son héritage. Bon. Pour la deuxième partie, on va faire une présentation sur écran. Métis 101, une vue sur la nation métisse de l'Ontario, commencement, culture et gouvernance. Peuple indigène du Canada. Le terme indigène ou autochtone est parfois utilisé à tort ou compris comme désignant uniquement les membres de Premières Nations. Toutefois, le terme indigène ou autochtone désigne collectivement les trois peuples autochtones du Canada, les Premières Nations, les Métis et les Inuits. Afin d'éviter tout le malentendu, nous demandons souvent que la distinction soit faite. Tous sont autochtones, mais chacun est distinct et unique. Qui sont les Métis? C'est la définition nationale. La nation métisse est composée de citoyens qui sont des descendants de personnes nées de relations entre les femmes et les Premières Nations et les hommes européens. La plupart du temps. L'inverse se fait une fois de temps en temps, mais c'est très rare. La progéniture initiale de ces unions était descendante mixte. La jeunesse d'un nouveau peuple autochtone appelé les Métis est le résultat de mariages mixtes subséquents de ces personnes d'ascendance mixte. Des établissements métiers distincts sont apparus comme une croissance de la traite de fourrure le long des voies navigables de transport de marchandises et de bassin versant. Qu'est-ce qu'on dit, c'est que juste parce que tu as du sang mélangé, ça ne veut pas dire que tu es métis. Les Métis, ils descendent d'une communauté historique métis. Ils ont gardé la culture, ils ont gardé la langue, et puis que la communauté d'aujourd'hui, il faut qu'elle prouve qu'elle peut être, c'est la même communauté qui existait en l'ancien temps. Où sont les Métis? Les Métis sont un peuple autochtone distinct qui a une histoire, une culture, une langue et un territoire unique qui comprend la cour d'eau de l'Ontario et les régions entourant les Grands Lacs. Et s'étend jusqu'à ce qu'on appelle le nord-est historique. En Ontario, les établissements Métis faisaient partie de collectives régionales plus vastes. Une communauté Métis, ce n'est pas une communauté sur une map. Je peux user, moi, je suis à Timmins. Puis notre région, notre communauté, à part de Beaucigny, elle va jusqu'à peu près Chapleau et elle va des lignes du Québec à peu près jusque dans le bout de Gogama. La communauté, ce n'est pas un point, mais c'est un groupe de métiers qui sont reliés par famille, qui restent dans une région. Ce n'est pas toutes les personnes à s'en mêler qui sont métisses. Les familles et leurs citoyens métis sont reconnus comme provenant de communautés métisses historiques qui existaient avant le contrôle effectif. Les Métis vivaient essentiellement dans la région en tant que communauté avant la formation du gouvernement de l'Ontario. Ce qu'on parle, c'est avant le contrôle, effective control. C'est qu'on dit en anglais, c'est le contrôle effectif d'un gouvernement. Puis qu'est-ce qui fait un contrôle effectif? Disons, dans ma région encore, ce serait le traité de la James Bay, qui a été signé en 1905 et 1906 pour le sud et 1929 dans le nord. Le gouvernement a pris contrôle de la région après que le traité a été signé. Il faut prouver que les communautés métisses étaient ici avant que le gouvernement prenne contrôle de la région. Patrimoine, les Métis. Excuse, il faut changer ça d'abord. Les Métis ont une culture et un patrimoine riche qui comprend une langue, des arts et des traditions qui se transmettent depuis des générations. La culture métisse est toujours pratiquée et le patrimoine est célébré. Sur le parlage métis.
Le parlage était célébré, les métiers étaient célébrés pour leur parlage floral et étaient souvent appelés les gens de parlage de fleurs, so the flower bead people. Les artistes métis ont mélangé la broderie florale européenne, le quillwork des Premières Nations et les pelles européens pour créer un style de parlage floral qui continue d'être connu comme distinctement métier. Sur le canot de voyageurs. Dans la première année de la traite de fourrure, les Européens ont été impressionnés par les canots d'écorce de bouleau que les membres de la Première Nation ont pagayés. Ils étaient plus légers et plus rapides que les bateaux européens, mais ils pouvaient transporter de lourdes charges. Pendant plus de 200 ans, les canots ont été principal moyen de transport de marchandises et des fourrures pendant la traite de fourrure. Il y avait vraiment deux sortes de canots. Il y avait celui-là qui appelait le canot du maître, qui partait de Montréal et qui allait, disons, à Thunder Bay au fort. Là, le canot portait jusqu'à 20 passagers, de 12 à 20 passagers, et pouvait porter, en plus de ça, 400 kg de frais. Les canots du Nord, qu'on appelle les canots plus petits, qu'une fois qu'ils étaient rendus, on partait de Montréal, on allait, disons, à Thunder Bay, ils déchargeaient les canots, ils mettaient ça dans des plus petits canots, les canots de 28 pieds, et eux autres, ils partaient puis ils allaient dans le Nord au poste de traite de fourrure. Sur le drapeau des métiers est plus vieux que le drapeau du Canada par 150 ans. Lors d'une cérémonie de remise de cadeaux en 1814, Alexander MacDonald, partenaire de la Northwest Company, présentait aux métis ce drapeau métis qui devenait bientôt une marque de commerce pour la nation. Le symbole de l'infini figure sur le drapeau des métis représente l'union des cultures de Premières Nations et européennes et l'immortalité de la nation métisse. Le drapeau métis est porté aujourd'hui comme un symbole de continuité et de fierté. La ceinture fléchée. Oh, excuse. Mauvais côté. Ceinture métisse, une ceinture fléchée. Ceinture fléchée est un symbole de patrimoine métis depuis plus de 300 ans. Il mélange respectueusement la technique de tissage des doigts de Première Nation avec le dessin européen et de la laine. Les métis partageaient l'écharpe avec deux autres groupes qui le revendiquent comme un symbole de la nation et de la distinction culturelle. Les peuples autochtones des forêts de l'Est l'ont porté comme un signe du bureau au 19e siècle. Les Canadiens français l'ont porté pendant la rébellion du Bas-Canada en 1837. Puis on voit aussi, durant le carnaval d'hiver, le bonhomme carnaval qui porte sa ceinture fléchée. Violon et jigging. Durant la traite de fourrure, la musique de violon métis était au cœur de la culture métisse et des réjouissances. La musique de violon métis est un style unique avec une utilisation précursive de l'arc et un rythme syncopé. Elle s'accompagnait généralement d'applaudissements de la main, du tapement sur les orteils et des piétinements des pieds, au jeu des cuillères et jigging de métier. Le violon était l'instrument de musique le plus couramment utilisé par les métis, en partie parce qu'il était facile à transporter et assez petit pour tenir dans un canot. Sur la nation métisse de l'Ontario a été établie en 1993 par la volonté du peuple métis. En 1994, afin de recevoir et d'administrer des fonds pour faire des affaires et protéger les citoyens et les dirigeants de la Nation métisse de l'Ontario, pareil comme d'autres gouvernements, la secrétariat de la Nation métisse de l'Ontario a été constituée et société sans but lucratif en vertu de la loi de l'Ontario pour agir comme une branche juridique et administrative.
déclaration d'objet principal, nos valeurs. La déclaration d'objectif principal de la Nation métisse de l'Ontario exprime les valeurs et les principes de la Nation. Les membres fondateurs de la Nation métisse de l'Ontario ont rédigé ce document directeur clé et il reste pertinent à ce jour. Un élément de ce document qui résume l'intention se lit comme suite. Nous sommes une nation née de l'indépendance et de l'autosuffisance, dont les enseignements sont fondés sur les valeurs d'honnêteté et de vérité. Nous sommes fiers de notre riche patrimoine. Nous sommes inspirés par les valeurs et les traditions de nos ancêtres. La force de notre société repose sur la démocratie, la liberté, l'équité, l'égalité, la générosité, la justice et les droits coutumiers et écrits de notre peuple. Ça encore, en 1993, la Nation métisse de l'Ontario a commencé sans financement, sans bureau, avec 3 bénévoles travaillant dans le grenier du président fondateur, Tony Belcourt. Aujourd'hui, la MNO emploie plus de 350 employés répartis dans 30 bureaux communautaires différents à travers la province. Notre personnel se trouve vers le principe directeur de la déclaration d'objectif principal de la Nation lorsqu'il offre des programmes et des services organisationnels aux citoyens. On peut voir, là, je n'ai pas lu, mais la liste des personnels de travail, et ça donne une idée des domaines qui travaillent dedans. Le registry, le registre de la Nation métisse de l'Ontario. La demande de citoyenneté de la Nation métisse de l'Ontario peut être un procès ardu et long. Le registre de la Nation exige que le document légitime et authentifié reliant chaque génération à une famille et à une communauté métisse soit fourni. Il y a des critères stricts pour la citoyenneté qui doivent être respectés pour qu'une demande de citoyen soit approuvée. Ça dit que ça peut être de 2 à 4 mois. J'ai vu, ça peut être de 2 à 4 ans. Ça prend des fois longtemps si on ne trouve pas les documents qu'on a besoin. Qu'est-ce qu'on fait pour être enregistré comme citoyen de la Nation métisse de l'Ontario? Il faut qu'on prouve qu'on est descendant d'une communauté historique métis, qu'on peut faire le lien en papier, qui veut dire au travers des baptêmes, au travers des census, pour prouver que mes parents, c'est mes parents, que je suis leur fils, ou mes enfants sont mes enfants. On prouve que mes grands-parents étaient à la part de mes parents, et comme ça, juste quand on arrive à la communauté métisse ancestrale. Donner une idée que les cartes, ça c'est une carte de citoyenneté de la Nation métisse de l'Ontario vérifiée. Puis, il n'y a pas d'enregistrement au gouvernement pour les métiers. On est responsable de notre propre enregistrement. Notre registry a été vérifié. Notre registre a été vérifié par le gouvernement de l'Ontario, mais il n'y a pas de registre au gouvernement. C'est tenu par la Nation métisse de l'Ontario. Sur la structure de gouvernance. La structure actuelle de la gouvernance de la Nation métisse de l'Ontario comprend 9 régions avec des conseillers communautaires dans chaque région et aussi des conseillers régionaux. Le conseil provisoire de la Nation métisse de l'Ontario et le secrétariat de la Nation métisse de l'Ontario. Nous avons également un certain nombre de conseillers consultatifs provinciaux, qui comprend le Conseil des anciens combattants de la MNO, le Conseil des femmes, le Conseil des jeunes et le groupe de travail LGBTQ2S+. Nation métisse de l'Ontario, Conseil communautaire.
Les bénévoles sont la voix populaire de la nation métisse. Tous nos conseils communautaires sont des bénévoles et nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons sans eux. Sur tous les présidents des 30 conseils, puis les conseillers, moi j'ai 12 conseillers qui travaillent avec moi sur notre conseil. On représente, comme c'est là, au-dessus de 800 citoyens enregistrés, sont tous des volontaires. Conseil communautaire de la MNO, il y a actuellement 30 conseils communautaires métiers agréés en Ontario. Tous les citoyens de la MNO âgés de 16 ans et plus qui vivent dans les limites d'un conseil communautaire peuvent voter pour la direction de leur conseil. Chaque conseil communautaire a signé une entente de charte juridiquement contraignante avec la Nation métisse de l'Ontario. Cette entente sur la charte est un des documents constitutifs qui garantit le respect de nos principes et la reddition des comptes. Il encadre et soutient la bonne gouvernance locale. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous autres, on n'est pas enregistrés séparément avec le gouvernement de l'Ontario. La MNO est enregistrée et nous avons une entente avec la MNO que nous faisons partie de la MNO. On fait ça de même pour que tout le monde suit les mêmes règlements. Seuls les citoyens vérifiés de la Nation métisse de l'Ontario peuvent se présenter pour devenir membre d'un conseil communautaire. Les élections se tiennent normalement dans les urnes et permettent le vote en personne, en ligne et par la poste. Chaque conseil a des dates d'élection et des mandats différents. Et certains conseillers ont plus de membres que d'autres. Ça varie, ça dépendant la grandeur du conseil et combien de citoyens qu'il y a, qui fait combien de conseillers qui vont avoir un conseil. Et les mandats, ils changent. La plupart des mandats comme ceux-là sont 4 ans de temps. Timmins, tout suit, comme c'est là, c'est 2 ans. Et on va essayer de changer ça à notre AGA local pour changer ça à chaque 4 ans. Le Code communautaire du Conseil, également connu sous le nom de Règlement administratif communautaire, fournit une structure et une orientation et permet au Conseil de s'adapter et de croître. Tous les 4 ans, il y a une élection provinciale pour les urnes, pour les citoyens votants, pour leurs dirigeants exécutifs provinciaux et leurs représentants régionaux. La Nation métisse de l'Ontario fonctionne à l'aide d'une série de documents constitutifs qui ont tous été adoptés par les citoyens lors de l'Assemblée générale annuelle. Ces documents constitutifs comprennent l'énoncé de l'objectif principal, les règlements administratifs du secrétariat et la partie A du Code électoral et les règles de règlement des métiers. Le Conseil provincial de la Nation métisse de l'Ontario est composé d'un organe exécutif de 5 membres et de 14 autres représentants élus. L'Assemblée générale annuelle de la Nation métisse de l'Ontario se tient dans une communauté métisse de l'Ontario à la fin du mois d'août. Un comité est mis sur pied pour déterminer l'emplacement de chaque année. C'est au cours de l'AGA que les décisions importantes sont prises et que les citoyens reçoivent des directions qui reçoivent les directives vers le Conseil provincial de la Nation métisse de l'Ontario. Chaque année, on a notre assemblée, puis c'est là que toutes les décisions importantes sont faites. C'est tout là que c'est la seule place qu'on peut changer beaucoup de nos documents qui ont été mis au pied à une assemblée. Il faut qu'on soit à une assemblée pour les changer. La Nation métisse de l'Ontario a également des conseils consultatifs et d'autres groupes de travail qui ont été formés pour représenter la diversité des besoins de nos citoyens. Sur la décision Pauli, c'est encore de récolte. Sur la décision Pauli, c'est une décision
Steve et Rod Pauli, ils ont été à la chasse, puis ils ont mis sur, ils ont abattu un orignal et ils ont mis leur carte de métier sur l'orignal, puis ils ont dit, OK, on va, on prend notre récolte pour notre viande pour notre année. Ils sont fait arrêter par le ministère du Travail et ils ont été chargés. Sur la décision Pauli est un point de repère pour les droits des métis. La Nation métisse de l'Ontario a géré la défense à tous les niveaux de la Cour, fournissant un soutien politique et financier à la famille Pauli. Les métis ont gagné l'unanimité à chaque palier des procédures judiciaires. Il y a 14 juges au travers de tous les procès qu'on a faits jusqu'à la Cour suprême qui ont décidé en faveur, c'était tout en faveur des métis. La Couronne a interjecté appel à chaque décision jusqu'à la Cour suprême du Canada, même si l'affaire Pauli portait sur les droits de récolte des métis. Elle a eu des répercussions plus larges pour les droits globaux des métis en tant qu'un des peuples autochtones du Canada. Excuse. La décision Pauli, Rod et Steve Pauli venait du Sault-Sainte-Marie. Mais l'effet de la décision a été senti au travail du Canada. La communauté ayant des droits explique. Une communauté métisse historique a été établie où un groupe de métis ayant une identité collective distincte vivaient ensemble dans la même région géographique et partageaient un mode de vie commun. Il faut démontrer que la communauté métisse historique a existé en tant que communauté métisse identifiable avant la date à laquelle les Européens ont établi un contrôle politique et juridique dans une région particulière. L'identification de la communauté métisse exige deux choses. Premièrement, la collectivité doit s'auto-identifier comme collective métisse. Deuxièmement, il doit y avoir des preuves que la communauté métisse contemporaine est une continuation de la communauté métisse historique. Faut que c'est identifié comme une communauté métisse. Puis ça a été fait différemment dans différentes régions de la nation métisse. Par exemple, ici, au James Bay, il y a eu, après le traité de 1905 et 6, il y a eu des lettres qui ont été envoyées au gouvernement par les métis dans la région, par 5 familles chefs des métis, disant, OK, vous avez fait un traité avec les Premières Nations, qu'est-ce qui arrive, nous autres, les métis, comme c'est là? Ça, c'était un mode d'identifier que oui, on était ici aussi. Au Sault-Sainte-Marie, c'était en 1849, ce qu'on appelle le Mica Bay Incident. C'est que les métis, avec les Premières Nations, ce qu'il y avait, c'est les compagnies minières ouvraient des mines sur les territoires indigènes, both Premières Nations et métis. Et ils ne voulaient pas parler, ils ne négociaient pas avec les gens qui étaient là dans le temps. Les métis puis les Premières Nations, ils ont été empruntés, je le dis très doucement, empruntés, un canon du poste de fourrure de la Hudson Bay et ils ont mis un siege sur la mine. Puis c'est comme ça que le gouvernement a été envoyé à Robinson dans la région pour faire les traités, le Robinson Superior avec les Premières Nations. Mais encore, les métis ont été oubliés. Obligation de consulter et accommoder. L'exigence relative à l'obligation de consulter est déclenchée lorsqu'un projet susceptible d'avoir une incidence sur le mode de vie d'une collectivité métisse est envisagé. Les promoteurs doivent consulter le peuple autochtone par la voie de mobilisation et de négociation avec le début de tous les projets. Vraiment, la loi a dit que c'est le gouvernement qui doit négocier avant qu'il y ait un effet sur le mode de vie des métiers ou n'importe quel peuple indigène. Il faut que le gouvernement faut qu'il consulte avec les communautés pour voir quoi qu'est l'impact. Il faut qu'il trouve une manière de lessen the impact, de faire l'impact moins dur sur les communautés.
Ça a été prouvé au travers de Haida Taku. Pour nous autres, les métiers, qui dit qu'on a des territoires, c'est la décision Pauli. On a signé, on va voir un peu plus tard, des ententes avec le gouvernement de l'Ontario qui définit nos territoires traditionnels. On a une map qui dit, OK, on est un territoire traditionnel qui est accepté par le gouvernement d'Ontario. Entente de la MNO. Première entente cadre de la Nation métisse de l'Ontario a été signée en 2008. C'est à ce moment que la province, pour la première fois, a reconnu l'existence des métiers en Ontario. Ce processus a mis en place des mesures de soutien pour les familles métisses. L'accord était renouvelé en 2014 et a ouvert la porte à de nombreux autres accords. Sur la loi sur les métiers, projet de loi 153, loi sur le secrétariat de la Nation métisse de l'Ontario. Le 9 décembre 2015, le projet de la loi 153, la loi de 2015 sur le secrétariat de la Nation métisse de l'Ontario, a été adopté par l'Assemblée législative de l'Ontario avec le consentement unanime du gouvernement de l'Ontario et de tous les partis d'opposition. Donc, avant, ce qu'il y avait, c'est on était not for profit, on n'était pas pour profit, mais avec les changes qui s'amenaient pour ce règlement-là, on ne faisait pas. Le gouvernement de l'Ontario a fait une loi pour les métiers, c'est le projet de la loi 153. Sur la décision de Daniels. En 2016, la Cour suprême du Canada a statué que les métis sont inclus en tant qu'Indiens au paragraphe 924 de la loi constitutionnelle de 1867. Cela signifie que le Canada ne peut plus justifier l'exclusion des métis des négociations fédérales au motif qu'il n'a pas compétence. Avant, ce qui arrivait, c'est qu'on allait voir le gouvernement fédéral, puis on disait, OK, on est les métis, vous avez, tu sais, il faut vous occuper de nous autres. Les autres disaient, non, vous n'êtes pas vraiment, tu sais, Première Nation. Utilisez le terme indien comme dans le terme constitutionnel, vous n'êtes pas indien, il ne faut pas qu'on s'occupe de vous. Allez voir le gouvernement de l'Ontario. Allez voir le gouvernement de l'Ontario et dire non, vous êtes, c'est les fédérales qu'il faut qui s'occupent de vous. On allait du fédéral au provincial, back and forth. Puis la décision Daniels a établi que oui, c'est le gouvernement fédéral a la responsabilité pour les métiers. Sur l'entente de la Nation métisse de l'Ontario, accord entre le Canada et la Nation métisse. Le 13 avril 2017, les dirigeants du gouvernement de la Nation métisse de l'Ontario ont signé l'accord Canada-Nation métisse. La Nation métisse de l'Ontario est la seule structure de gouvernance métisse reconnue en Ontario. Ça a été signé par 3 des 4 gouvernement provincial. Le 4e l'a signé un peu plus tard, au travers du Canada. Cette entente de la MNO, accord cadre pour faire progresser la réconciliation. Cette entente tripartite a établi des processus de négociation officiels et a préparé le terrain pour des changements de fonds et des négociations pour la Nation métisse de l'Ontario avec le gouvernement fédéral et provinciaux. Cette entente vise à faire progresser la réconciliation avec le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario, qui établit un processus de négociation, pour une entente fondamentale sur l'autonomie gouvernementale. Entente sur la reconnaissance de l'autonomie du gouvernement des métiers, Self-Government Agreement. Avec la signature de l'entente sur l'autonomie gouvernementale, le Canada a, pour la première fois, reconnu que les communautés métisses représentées par la MNO détiennent le droit inhérent à l'autonomie gouvernementale et que la Nation métisse de l'Ontario est autorisée à mettre en œuvre ce droit au nom des communautés. Le Canada reconnaît maintenant que la Nation métisse de l'Ontario représente ses citoyens et ses communautés métisses dans leur quête de l'autonomie gouvernementale. Cette entente établit également un processus mutuellement accepté maintenant à la reconnaissance législative fédérale de la Nation métisse de l'Ontario
la communauté représentée par la Nation métisse de l'Ontario et la reconnaissance du gouvernement métis en tant que gouvernement autochtone ou indigène. So, c'est ça pour ma présentation aujourd'hui. Si vous avez, on fait un temps pour les questions, j'avais demandé à Julie de me le dire à 12h45, il est 12h44. So, oui, ça a bien marché. À toi, Julie. Donc, si tu veux, même, on pourrait arrêter le partage d'écran. Ça serait le fun de tous se voir ensemble. Puis, on peut rouvrir le plancher de questions. Je vois déjà qu'il y a quelqu'un avec la main levée. Tu me demandes d'arrêter de share. Yeah, comme Okay. the shared screen. Oh, aha! Et voilà. Got it. Donc, je vois qu'il y a Pierrette la main levée. Donc, je te cède la parole. Merci, Pierrette Séguin-Desrochers de Noëlville, donc entre la Rivière des Français puis le lac Nipissing. Merci beaucoup pour cette présentation et je participe à PPE en tant que parent de jeunes francophones ici dans les écoles, mais aussi dans mon travail, on est en train d'apprendre et on veut comprendre la réconciliation, la vérité et la réconciliation avec tous les peuples autochtones, les Métis et les Cris, les Inuits. Alors, beaucoup d'informations. Donc, merci beaucoup parce que c'est la première fois que j'entends parler d'une présentation directement de la part des Métis. J'ai une question, puis c'est peut-être parce que je n'ai pas compris au début, mais si tu peux m'expliquer un petit peu. Donc, est-ce que les Métis étaient soumis à l'affranchissement, enfranchisement, comme les peuples autochtones à un moment donné? Donc, ce que j'essaie de dire, c'est, admettons, là, un couple se forme. Donc, la femme est autochtone, elle rencontre l'Européen, se marie, ont des enfants. Moi, je crois que ça devient métis, je ne sais pas. Donc, parce qu'on a métissé deux cultures. Donc, tu peux m'expliquer ça tantôt. Oui. Mais est-ce que là, à ce moment-là, est-ce que la femme perdait ou la femme autochtone perdait ses droits de Première Nation à cause de l'affranchissement? Et la raison que je pose cette question, si tout cela, c'est oui, est-ce que c'est possible qu'il y ait un grand nombre de Franco-Ontariens qui, aujourd'hui, seraient métis, mais ils ne savent pas parce que les documents n'existent pas à cause de l'affranchissement, enfranchisement. Si tu peux m'expliquer ça. OK. M'a commencé par c'est une question un peu compliquée, mais essayer de l'expliquer le mieux que je peux en français. So, premièrement, m'a dire un terme en anglais. So, Métis rights, Métis they're not derivative rights of First Nations. They are separate and distinct people. So, on est un peuple séparé et distinct des Premières Nations. Est-ce qu'il y a eu de l'enfranchissement des Métis? Non, parce que les Métis n'ont jamais été reconnus. Dans le temps, ils ne reconnaissaient pas les Métis. So, les Métis, dans vue du gouvernement, n'existaient pas. Ils étaient là, mais ils ne comptaient pas. OK. Ça c'est la première partie. So, ouais, Métis, si tu as un mélange des deux, ça te fait-tu Métis? Non. Qu'est-ce que ça te fait? C'est un peuple mélange. Il y a autant disons, de peuples, comme tu disais, franco-ontariens ou francophones qui ont dans leur ancêtre des Premières Nations. Mais juste parce qu'ils ont dans leur ancêtre des Premières Nations, ça ne les fait pas Métis. Parce que pour être Métis, il faut penser que c'est un peuple distinct. So, oui, c'est une partie que, oui, faut. Puis le juge en parlait, il a dit que by bloodline or other means. Qu'il faut juste dire que il ne faut pas que nécessairement ça soit, faut que tu aies les deux. Mais d'autres ont dit que oui, à quelque part, il faut aies le mélange. Mais le mélange, il faut que ce soit plus que ça. Il faut que tu viennes d'une communauté métisse. Puis la manière la plus facile pour faire ça, c'est pour dire que tu viens d'une communauté qui était une communauté de fur trade, la traite de fourrure. Right? C'est eux autres qui venaient, c'est la plupart du temps, comme je disais, c'était les Français ou les Écossais, puis les Anglais avec la Hudson Bay Company.
qui venaient, puis ils se mariaient ou ne se mariaient pas, il y avait des affaires avec les femmes Premières Nations, puis leur enfant. Si l'enfant restait avec le père, disons dans le cours de la traite de la fourrure, ou s'il était encore impliqué, puis se remariait avec d'autres enfants qui étaient un mélange avec la traite de fourrure, c'est comme ça que le peuple a commencé. Tu peux prendre 2 personnes puis avoir une personne qui a autant de sang, si tu veux compter le sang, mais qui est resté avec le peuple de sa mère. Lui, il reste Première Nation, même si dans 10 générations, il y avait du sang blanc, il reste Première Nation. So, je souhaite que ça réponde à ta question. Oui, absolument. Et merci d'avoir fait cette clarification-là. Puis, c'est parce que c'est peut-être moi qui me comprenais mal, justement. Donc, merci d'avoir clarifié. Puis, peut-être c'est quelque chose pour vous de le mentionner ou peut-être de l'expliquer. Peut-être que c'était déjà compris, puis c'est juste moi qui n'ai pas compris. Mais c'est parce que moi, j'avais compris comme, tu deviens métisse, c'est aussitôt qu'il y a ce lien-là. Donc, merci beaucoup de nous avoir éclairci ça. Pour moi, en tout cas, ça allume bien des choses, puis ça répond aussi l'autre question que j'avais, donc je n'ai pas besoin de la poser. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci, Pierrette, pour la question. Donc, à ce point-ci, j'aimerais ouvrir le plancher. Est-ce qu'il y a d'autres gens avec des questions? Vous pouvez aussi, sentez-vous à l'aise d'utiliser le chat. Donc, si vous... Oui, vas-y. Oui, c'est correct, Pierrette, parce que même moi encore, c'est pas clair. Désolé. Et je pense que c'est une des grosses problématiques. Salut, moi, c'est Stéphane Paquette. Je suis médiateur culturel en éducation autochtone pour le CSPJNO. Donc, c'est moi qui s'occupe du dossier d'éducation autochtone au Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario. Et je me fais poser cette question-là tout le temps parce que moi, je suis blanc, mon épouse est autochtone et nous avons une fille. Et tout de suite, les gens font automatiquement « OK, ta fille est métisse ». Parce que la façon qu'on l'explique, ben, quand je dis « on » ou que c'est expliqué en ligne et tout partout, les ressources, c'est que, tac, femme autochtone, homme blanc, automatiquement, t'es métisse. Donc, moi, la grosse question, c'est qui décide si ma fille va avoir le statut d'Indien, puis désolé d'utiliser le mot, mais c'est encore le terme légal, malheureusement, au fédéral, qui décide que ma fille va avoir le statut d'Indien ou si elle est métisse, parce que la façon que c'est expliqué, c'est un métissage entre une femme de Première Nation et un blanc. Et vous-même, dans votre présentation, vous avez même dit au début, dire que ça vient d'une femme autochtone et d'un homme blanc. Donc, ma fille, quand je regarde ma fille, qui a ce pouvoir de décision de dire à ma fille qu'elle est métisse ou que, mais là, elle a sa carte statut, elle est Ojibwe de la Première Nation de Sagamore-Anishinaabe. Mais comme, est-ce qu'elle a le choix entre les deux? Parce que la façon que ça a été expliqué, c'était femme autochtone et homme blanc. Donc, je pense que c'est ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont confus et confuses quand ça vient à métis versus les gens me regardent et font comme comment ça que ta fille est autochtone parce que tu es blanc et ta femme est autochtone, comme ça ne marche pas, là. Tu comprends? Donc, ça, c'est ma première question. Puis je vais te laisser répondre parce que là. OK, oui. Ma faire ça là, merci. C'est une bonne question. Puis, essayer de la répondre en français. J'ai toute misère de la répondre en français si je peux. Go nuts, man. Moi, je veux juste avoir une réponse que je vais comprendre. Si c'est en italien, dis-le en italien. Je ne suis pas capable. En croate, peut-être, mais pas en italien. So, il y a un troisième groupe que tu oublies. So, il y a les Premières Nations, right? The Status Indians, les Premières Nations, qui ont un statut. Il y a les Métis, qui est un groupe différent. Puis après ça, there's the off-reserve Aboriginal people, or the non-status Indian. So, il y a 3 groupes. Ça, pas comptant les Inuit, right? So, on s'est séparés, disons, pour notre conversation, comme c'est là. So, ça dépend. Si elle a le sang, OK, le status, je vais aller en anglais, puis je m'excuse. The status Indian has a blood quantum. And that blood quantum says, to be First Nations, you have to have so much of a blood quantum to fit that. And that's decided by the Indian Act, right? So, by the government. Pour être métis, so, oui, il y a le mélange au commencement. So, tu as besoin du mélange. Mais
faut qu'une personne soit plus que ça, right? You have to be more than a mixed blood. You have your own culture, heritage, way of life that comes from, the easiest way to say it is being part of the fur trade and coming from one of those communities. So you have your own language, you have your own traditions, and you have your own way of life that's separate than the First Nations people, right? And encompasses, they say it encompasses the best of both. Well, I wonder sometimes, but it comes from a mixture of of both. So it's separate and distinct. If you are, if one of your parents or grandparents or great-grandparents was a status Indian and you lose your status, you don't become Métis, not if you don't fit that criteria. You might fit that criteria, you might not. But what you will become is a non-status Indian, right? And they are still recognized as a group of First Nations, right? People that just don't have their status. I hope that helps. Ça t'a aidé, Mr. Paquette? Unfortunately not, but I will Okay. I will keep my research. It's just because if there's a blood quantum and if it has to start from somebody who's indigenous, qui Première Nation, then technically, tu comprends, je veux dire, where the confusion is, well, if there has to be a mix between a First Nations person and a white person, then where does that branch off of? Because source-wise, it's still somebody First Nation. Bon, on va arrêter ça tout de suite, mais moi, l'autre question que j'ai tout le temps, c'est the confusion between the red flag and the blue flag. Is there a difference between both? We were talking about that earlier today. So I was taught at one point in time that one was a Hudson Bay flag and the other one was a Northwest flag. I could never prove that. I did research on it and I could never prove it. I think it was just a choice. That's, so, you know. Because I've heard that. I've heard the Francophones use the blue one, the Anglophones use the red one. I've heard so many explanations. So and I could not find one that's official. So for me, it was a choice at the time. Cool. Thank you. OK, c'est bon. On a une autre question. Donc, est-ce que c'est Brittany? Est-ce que je le dis bien? Oui, c'est Brittany. Sego sa gwego Brittany ni Oxnoda, o wahong ni Gitoroda, Kanigahaga, ni Mogamocho, dans Contegi, ni Doagino. Bonjour à tous. Je vais essayer d'expliquer un peu. Il y a beaucoup de questions sur cette question d'identité. Puis, si on y pense, comme qu'est-ce qui détermine ton identité, mais c'est ta langue et sa culture. Alors, j'entends souvent que je suis métisse et j'ai des liens ancestraux au peuple Haudenosaunee. Puis moi, je suis Haudenosaunee, je suis Mohawk. Puis, tu ne peux pas être métis de la Haudenosaunee. Tu ne peux pas être métis de la Mi'kmaq parce que c'est la culture. Alors, comme la langue des Métis, c'est le Mi'kmaq. C'est pas semblable à ma langue, Kanien'kehá:ka. C'est pas semblable aux langues Anishinaabe. C'est un peu au Anishinaabe fine, on va dire ça, parce que ça, c'est les regroupements qui se sont mélangés dans les communautés ancestrales. Mais si on y pense, comme si tu te rattaches à la culture métisse et à la langue métisse, tu ne peux pas être métis de la Haudenosaunee ou métis de la Mohawk parce que c'est pas la même culture puis ils sont très 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 différents quand même en structure de phrase. Nous autres comme un mot ça signifie toute une phrase. Alors comme tu penses vraiment juste à quoi est-ce que tu te rattaches? Si tu te rattaches à la culture métisse, ben là il faut que tu comme Pierre nous a expliqué que tu te rattaches à une communauté ancestrale métisse. Mais si tu te rattaches parce que tu as des ancêtres Haudenosaunee et si c'est cette langue-là et cette culture-là, bien là, tu deviens comme un non-status indien ou quelqu'un qui a juste peut-être du sang éloigné, tu as des ancêtres des années comme 1600. Ça va, mais ça ne veut pas dire que tu es métisse. Je pense que peut-être ça pourrait aider un peu la clarification. Merci beaucoup. Oui, ça fait beaucoup de sens ce que tu as dit. Exactement. Ça clarifie-tu un petit peu pour toi aussi, Steph? Parce que moi aussi, des fois, je trouve comme c'est un peu la raison quand j'avais invité Pierre à l'échange aujourd'hui. Je suis comme, on a souvent des questions comme, tu sais, des fois, on oublie un peu comme la communauté métisse, puis c'est quoi la différence? Les gens se questionnent, puis il y a un peu de tension, tu sais, dans l'air aussi, donc moi aussi, je trouve c'est très difficile parce que les gens ont peur de poser ces questions-là.
Les gens ont peur de poser ces questions-là, puis on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, tu comprends? Donc, il ne faut vraiment pas avoir peur parce que sinon, on va continuer à penser des affaires, puis on se dit, puis là, on est tout le temps dans le néant, puis on n'est jamais dans cette zone grise-là. Mais là, regarde, moi, je pourrais poser une question qui suit après l'explication de Brittany. Donc, moi, j'ai donné cette explication-là déjà et quelqu'un m'a répondu, mais OK, moi, je déménage au Sénégal et pendant 20 ans, man, je m'identifie à la culture sénégalaise, puis je connais toutes les chansons, puis j'apprends la langue. Ça fait-tu de moi un Sénégalais maintenant? Parce que j'identifie à la culture. Pas une affaire de sang, mais j'identifie à la culture sénégalaise maintenant. Est-ce que ça fait de moi un Sénégalais? Parce que la façon que vous t'expliquez quand c'est l'identité à la culture, donc ça veut dire que n'importe qui vient, je ne sais pas, en Ontario et qui apprend Notre Place par cœur, puis est capable de le chanter, puis que là, ça fait 25 ans, puis tout ça, puis est-ce que ça fait de cette personne-là l'identité franco-ontarienne maintenant? Parce que si on parle d'identité, c'est une question d'immersion et non une question de sang maintenant, right? N'est-ce pas? Oui, oui, mais tu ne peux pas parler une question de sang avec les métiers, puis c'est un mélange pour commencer. So, tu sais, comme les Premières Nations, ils disent, OK, tu peux être, je me rappelle plus, c'est 3 ou 5 générations. Ça change avec le temps parce que les nouveaux procès, puis ça change la manière qu'ils identifient ce qui est une Première Nation. Mais avec le métier, tu commences avec un mélange. Louis Riel, si je ne me trompe pas, il était la 5e génération métier. Right? So, tu ne peux pas prendre un peuple qui est déjà mélangé puis aller un blood quantum. Quand on parle de la culture, quelqu'un qui s'identifie comme métis, puis il prend sa culture, il faut qu'il soit accepté par la nation métisse. Right? Même si tu regardes un des slides, someone who comes from Métis is Métis and is accepted by the Métis Nation. Il faut que tu sois accepté par la nation métisse. Tu sais, peut-être dans le futur, qui sait? Peut-être dans le futur, on va prendre les Premières Nations et on va dire, hey, tiens, eux autres peuvent être métis s'ils veulent être métis. Comme cela, c'est impossible. J'ai des petits-enfants qui sont Premières Nations, j'ai des petits-enfants qui sont métis. C'est juste la manière que c'est comme ça. Donc, j'ai vu qu'il y a encore 2 autres mains levées. Moi, ça ne me dérange pas qu'on reste quelques minutes de plus. Je voulais juste dire aux gens que j'ai mis dans le chat l'évaluation de la session d'aujourd'hui. Donc, si vous devez quitter, je reconnais qu'on a dépassé un peu le temps. Si vous pouvez prendre juste 2 minutes de votre temps, s'il vous plaît, remplir, ce serait apprécié. Puis après ça, on peut terminer avec les deux questions ici, les 2 mains levées. Est-ce que Pierre, est-ce que ça te va? OK. Je dis ça, je suis retiré sur Jean-Marc Slotin. OK, on va passer à Pierrette. Ah, t'es sourdine. OK. Oui. OK. Désolée, Angèle, j'ai déjà posé une question, puis toi, non. Fait que, désolée. OK. Mais merci pour les questions. Parce que moi, je pensais aussi, c'est en connaissant mieux les métiers au grand M, qu'on peut peut-être dire, c'est est-ce que, en tant que comme pour nos doigts francophones, est-ce qu'il y a une façon d'aller vous chercher? Je sais qu'il y a la langue métisse. Je lisais, il y a quelqu'un qui a partagé avec toi, tu sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, puis la façon que c'est écrit, tu vois que c'est votre langue. Mais est-ce que, tu sais, on a nos écoles francophones, on est un peu partout, on est partout à travers la province. Est-ce que je ne sais pas, est-ce que nos droits de francophones ou la langue, est-ce qu'elle peut venir vous aider ou est-ce que de l'autre côté, vos droits à vous peuvent venir donner encore plus de poids aux droits francophones? C'est un peu ces questions-là que je me pose. Et puis, tu sais, je ne peux pas poser des questions. Mes parents sont tous décédés. Puis moi, je suis jeune. J'ai des parents qui étaient vieux. Quand je suis née, je les trouvais vieux. Puis ils étaient, en tout cas. Alors, il y a beaucoup d'héritage dans la région où je suis. Il y a des mélanges, des choses comme ça. Mais tu sais, je regarde un peu comme, tu sais, la ceinture fléchée, puis, tu sais, des chansons à répondre, puis jiguer. On a toujours fait ça, nous autres, dans nos salons. Mais je ne me suis jamais identifiée autochtone ou métisse. Donc, ce n'est pas pour vous voler vos valeurs, mais tu sais, c'est
comme, ah, il y a des choses qu'on a comme empruntées, ça se peut-tu? C'est un peu comme des maris fendus, ça ressemble beaucoup à du bannick qui a été frit. C'est toutes des petites affaires que, est-ce que c'est possible que c'est des vieilles recettes ou des vieilles choses qui ont été passées de génération en génération? Est-ce que c'est possible qu'on l'a emprunté à un moment donné, sans qu'on soit métis, mais on est des francophones qui, à un moment donné, on est arrivé ici en quelque part en canot, là. Tu sais ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça, là. Donc, est-ce qu'on peut s'aider? Je pense que c'est un peu ma question ici. Faudrait que j'y réfléchisse pour donner une bonne réponse. Mais juste vite, premièrement, je vais juste dire que c'est pas vous qui avez emprunté de nous, c'est nous qui avons emprunté de vous. N'oublie pas, on est un mélange des deux. So, on a pris tout ce qu'on trouvait qui était bon des Français. Puis, ben, dans mon cas, des Français, c'est pas tout le monde, mais dans mon cas, les Français et les Premières Nations, et ça, ce qui fait partie de notre culture. So, c'est nous qui avons emprunté de la culture française. Est-ce qu'on peut s'aider? On a beaucoup en commun. Louis Riel, qui se débattait pour les francophones autant que les métis dans l'Ouest, tu sais, quand il a été pendu, je sais que ça a fait une vague au Québec de ressentement contre le gouvernement canadien. On a beaucoup en commun. Est-ce qu'on peut s'entraider? Tout le temps. S'il y a des affaires qu'on peut faire pour vous aider, vous savez, des affaires qui peuvent nous aider, on peut, we can reach out à chacun. Mais pour le grand portrait, il faudrait que j'y pense un peu plus. Vas-y, Angèle. Alors, bonjour Pierre, Angèle, responsable dossier Première Nation de CC8 aux Grandes Rivières. On s'est croisés à quelques reprises quand tu faisais des présentations de Louis Riel au Dante Club. C'est le fun de te revoir dans un autre aspect. Ma question qui est semblable à celui que Cynthia vient de mettre dans le chat. Au niveau de, tu sais, j'ai déjà été à des formations et puis ça venait d'ascendance de la province du Québec et puis à toi de prononcer ou pas prononcer, Pierre, je voulais juste lancer ça. Pourquoi qu'on ne retrouve pas des métis au Québec? Donc, quand on parle des Autochtones, on parle juste des Premières Nations et Inuits. Le côté métis est toujours tombé de côté de qu'est-ce que moi j'ai trouvé dans mes choses. Puis je ne sais pas si c'est à l'aise ou si tu connais, mais comme Stéphane a dit, c'est le fun de poser des questions là, difficiles à répondre à des gens qui baignent dans la culture, qui sont d'origine métisse. Alors, c'est ma question. Qu'il n'y ait pas de gens qui viennent du Québec, qui sont métis, moi, je crois qu'il y en a. Moi-même, je viens du Fort Témiscamingue, qui est du côté du Québec, du lac Témiscamingue. Je pense que si tu as remarqué dans la présentation, à un point, j'ai dit que le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick qui n'ont pas encore prouvé qu'il y avait des droits. Nous autres, on l'a prouvé en Ontario, les autres provinces l'ont prouvé. Est-ce que la même chose est arrivée au Québec? Peut-être un peu différent, mais il y a des places au Québec que je crois beaucoup que la même affaire qui est arrivée, qui a eu effet, qui a eu un nouveau peuple qui a été né. So, je pense que c'est arrivé. C'est juste que ça n'a jamais été prouvé encore. OK, donc peut-être je vais reposer ma question. Donc, je connais des gens qui venaient de la région de Maniwaki qui ont perdu leur carte de statut de métis. Donc, oui. C'est peut-être ça que j'essayais plus de comprendre. Est-ce que tu... Comme c'est là, le Québec n'est pas considéré dans le homeland des métis. So, si ça revient à la manière que être métis a été identifié avec la Nation métisse de l'Ontario ou les Nations métisses au Canada, c'est qu'il doit venir d'une communauté métisse. So, nous autres, on peut prouver que, disons, Témiscamingue, à cause que c'est juste sur l'autre bord de la rivière, il faisait partie de la communauté métisse, qui probablement inclut aussi la Sarre, à cause que c'est sur le bord du lac Abitibi, qui fait partie des communautés dans cette région. Mais plus loin que ça n'a jamais été prouvé encore. Et comme n'importe quoi d'autre, les gouvernements ils ont besoin de la preuve avant de faire n'importe quoi d'autre. Puis même les gouvernements métiers. Parfait, merci beaucoup, Pierre. OK.
Bon, ben, on a dépassé le temps de 10 minutes, mais je dois avouer que j'ai grandement apprécié l'échange. Je pense que les échanges, c'est toujours la section la plus enrichissante pour moi. Un peu comme que les gens l'ont dit, des fois, il faut poser les questions, puis ça clarifie pour nous. Donc, j'espère que ce webinaire a justement contribué un peu à vos connaissances sur un peu... sur la culture métisse et un peu leur histoire et l'histoire de Louis Riel. Donc, comme j'ai dit, j'ai mis dans le chat le sondage d'évaluation pour la session. Donc, je demanderais, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre juste quelques minutes, répondre. On apprécie énormément votre rétro. Et puis, un peu comme dit au début, si jamais il y a des nouveaux des thèmes de discussion que vous aimeriez aborder, s'il vous plaît, les partager. Vous pouvez les partager avec Parents Partenaires d'Éducation. On est à l'écoute, spécialement dans mon dossier, s'il y a des besoins de sensibilisation, conscientisation quant à la culture ou les cultures autochtones. S'il vous plaît, faites-moi signe. Il me ferait plaisir d'essayer de coordonner quelque chose pour répondre à vos besoins. Donc, merci pour votre temps et merci Pierre. Un grand merci pour cette session et bon après-midi à tous.